On est arrivé à Esterwegen et là, nous avons découvert le fameux Porsche d'Esterwegen. On l'a découvert simplement par les torches que les Allemands avaient, qui de temps en temps on voyait le Porsche. Et nous avons été accueillis là à coups de crosses de fusil, de matraques, avec des chiens bergers allemands qui s'arrangeaient pour attraper les mollets de l'un ou l'autre en passant. C'était un accueil particulièrement agréable. Alors, bon, on est entré dans le camp, dans la baraque où il y avait le service administratif. Et là, bon, ça a été la fouille complète, déshabillé complètement, puis après, la douche, désinfection avec tous leurs produits, etc. Enfin, et après ça, on nous a donné des loques pour nous couvrir, tant bien que mal, avec de vieux trucs, des sabots. Et on nous a on nous a envoyés dans une baraque où nous avons été accueillis. C'était après, c'était à la baraque 4. Nous avons été accueillis par un certain monsieur Laporte, qui était un ancien diplomate, je crois, prisonnier politique belge, donc aussi là-bas, et qui était le chef de baraque. Alors nous sommes restés là pour une nuit. Nous étions donc à 15 hommes, parce qu'au départ de Bruxelles, il y avait 4 femmes membres de notre mouvement qui étaient avec nous, mais qui, elles, ne sont pas venues vers Esterwegen, elles sont parties vers Ravensbrück après. Nous n'avons pas su, mais nous l'avons su après la guerre. Et on a donc on a réparti les 15 dans la baraque, c'est-à-dire que nous avons été à 12 à la baraque 6 et il y en a 3 qui étaient à la baraque 5. Et alors, dans les 12 à la baraque 6, nous étions les 4 les 2 frères Cauvin, moi-même, et un liégeois qui était caché au Borinage et qui avait été arrêté en même temps que nous. Non, qui avait été arrêté plus tard, avant nous, ailleurs. Alors, nous étions nous 4. Il y avait aussi Joseph Berman, il y avait Jean Lagneau, Aimé Vernert, Simon Goldberg, Fernand Lecoq, Alfred Steu, Maurice Orchier, Roger de Beust. Voilà, nous étions donc 12 dans cette baraque 6, à différentes tables. Il y en avait 6 qui étaient à une même table, la table 3, qui était celle où il y avait les francs-maçons. Et nous étions, moi j'étais à la table 5, les 2 frères Cauvin étaient à la table 4. Donc tout à fait à côté des autres, quoi. Alors, nous avons été mis au parfum assez rapidement. On nous a expliqué quelles étaient les consignes à respecter, tout ça. Et le chef de baraque qui nous a accueillis, c'était un certain Ephraim van den Ede. Ephraim van den Ede était un ancien, avant la guerre, il était, échevin à la commune de René. Et après la guerre, il est rentré, et il est d'ailleurs devenu le bourgmestre de la commune de René. Et bon, Ephraim van den Ede était un parfait bilingue, renésien, mais parfait bilingue, et il parlait aussi l'allemand. Et c'est comme ça qu'il avait été désigné. Et je l'ai su après cela. Ephraim van den Ede avait fait des études d'assistant social. Et il avait fait ses études d'assistant social à l'école ouvrière supérieure à Bruxelles, et je l'ai su dans la suite parce que moi-même, j'ai été suivre les cours bien des années plus tard à l'école ouvrière. Alors voilà, nous avons donc été accueillis dans cette baraque. Et bon, on a commencé la vie du camp de concentration. On ne travaillait pas, on n'avait pas de travail. On nous emmenait de temps en temps des
des caisses de condensateurs. Et il fallait enlever les papiers argentés et du papier huileux, des choses, et les faire séparer. Ou bien alors on apportait des caisses de douilles, de cartouches, de différentes tailles, de différentes couleurs. Il fallait les trier pour les mettre. Mais c'était plutôt une occupation parce que finalement, le soir, quand on venait reprendre les caisses, eh ben, on foutait les douilles tout en vrac. Ça ne servait à rien, quoi, ce qu'on faisait. Nous autres, on les mélangeait volontairement et on le faisait exprès, à l'insu des Allemands. Et les Allemands, bon, ils n'y attachaient aucune importance. Et c'est comme ça qu'on a commencé là. Et évidemment, le plus dur au cas d'Esterwegen, c'était l'isolement, parce qu'on n'avait aucun contact avec l'extérieur, du fait que nous étions Nacht-und-Nebel. C'était le secret total et absolu, nous ne pouvions pas. Et c'est d'ailleurs ce qui faisait qu'on ne travaillait pas. On ne pouvait pas nous faire travailler, puisque pour travailler, il aurait fallu avoir des contacts avec des gens de l'extérieur. Alors, bon, c'était ça, le secret total. Une promiscuité, évidemment, parce qu'on vivait dans ces baraques. Des baraques qui étaient prévues pour 60-80 personnes et où on était à 120, 140 à certains moments. Point de vue hygiénique, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas fameux. Alors, le pire, c'était évidemment, au point de vue de nourriture, nous étions, comme on ne travaillait pas en Allemagne, pendant la guerre, qui ne travaillait pas, on n'a pas besoin de manger. Hein. Ça fait qu'on était vraiment réduit à la portion congrue, on n'avait presque rien à manger. Tant si bien d'ailleurs qu'on maigrissait, parce que les Allemands avaient le sadisme de venir nous peser tous les mois, et on maigrissait en moyenne 4 à 5 kilos par mois. Et ça allait ainsi jusqu'au moment où on arrivait au seuil des 30-32 kilos pour la plupart, et à ce moment-là, c'était la disparition. C'était donc ce qu'on a appelé des corps de la mort lente. Ce n'était pas des corps d'extermination, c'était des corps de la mort lente. Et bon, à Esterwegen, il n'y a pas eu énormément de morts, comparativement à d'autres camps, par exemple. Mais c'est parce que Esterwegen, on n'a fonctionné que pendant même pas un an. Le camp a été ouvert au Nacht-und-Nebel en mai 1943. C'est à ce moment-là que les premiers sont arrivés. Et en avril 1944, c'était la dispersion. Tous les prisonniers étaient embarqués vers l'intérieur de l'Allemagne parce que, bon, Esterwegen se situait dans l'Ems, donc au nord-ouest de l'Allemagne, à 20 km de la frontière hollandaise. Alors, quand en début 1944, on a parlé de plus en plus de l'éventualité du débarquement des Alliés, ils ont voulu nous écarter de la côte par où les Alliés arrivaient. Et on a embarqué donc tous les prisonniers politiques vers l'intérieur. Alors, nous avons quitté Esterwegen par train et on a dispersé les prisonniers dans différents camps. Et nous sommes restés à 4 du RNJ ensemble. Il y avait Joseph Berman, les frères Cauvin et moi-même. Et nous sommes partis d'Esterwegen, nous sommes arrivés à Istershausen en Thuringe. C'était une prison qui était une prison pour les jeunes avant la guerre. Et bon, là, on nous a installés. Et la première chose, les 3 premiers mois, nous avons été au secret. On a dit que dans l'isolement, seul, sans contact avec qui que ce soit, pendant les 3 premiers mois. Puis après, ils nous ont mis au travail. Et à ce moment-là, nous n'étions plus au secret. Hein, il a fallu. C'est pas ce qui s'est passé. Bref, on a donc commencé à travailler. On travaillait sur des presses en main, de petites pièces de fabrication de poches, toutes sortes d'histoires, des pièces. On ne savait même pas à quoi elles allaient servir. Et là, comme nous étions au travail,
on a commencé à être un petit peu mieux nourris. Ce qui fait que pendant que nous sommes restés à peu près un an, oui, un peu plus d'un an à Istershausen, eh bien, au lieu de maigrir 4 à 5 kilos par mois, on ne maigrissait plus que 2 kilos par mois. Tant si bien que quand je suis entré à Esterwegen, venant de Belgique, je pesais 75 kilos à peu près. Quand j'ai quitté le dernier mois où j'ai été pesé à Esterwegen avant de partir à Istershausen, je ne pesais plus que 48 kilos. Et quand j'ai terminé, la dernière fois que j'ai été terminé à Istershausen en en mars 45, je pesais encore 40 kilos. Mais alors, donc, à la prison d'Istershausen, en avril 1945, le 1er avril 1945, nous étions un commando de 100 à Istershausen, qui était prisonnier politique, donc, qui était là. Et on a voulu nous embarquer, nous faire quitter Istershausen. Et on est parti en train, à partir d'Istershausen, jusqu'à Erfurt. Et quand on est arrivé à Erfurt, à la gare d'Erfurt, le train était bloqué parce qu'il y avait eu un bombardement la veille et les voies étaient abîmées à la sortie de la gare d'Erfurt. Et nous sommes arrivés à la gare, on est resté sur un quai, et le quai d'à côté, il y avait un train militaire avec canons, mitrailleuses et tout le bazar, prêt à démarrer, mais qui lui ne savait pas partir. Alors, nous ne pouvions pas, nous, partir avant que le train militaire ne soit parti. Alors, on est resté là à attendre que le train militaire puisse partir pour qu'à notre tour, nous puissions partir. Et nous étions là vers le midi. Et dans l'après-midi, il y a un avion allié qui est venu faire un cercle de fumée autour pour venir bombarder. Donc. Et il y a eu une alerte, dans la tombée de la nuit, il y a eu une alerte. Et nous étions enfermés dans notre wagon. Les Allemands, les gardiens, étaient partis se mettre à l'abri. Et le bombardement a commencé. Et par les vitres, dans le soir, j'ai vu à 15 mètres de choses, un wagon qui était là sur une autre voie, qui sautait en l'air avec une bombe qui était tombée en plein dessus et qui sont équipés nous-mêmes. Et nous, évidemment, on était secoués, on était là dans le chose, mais on ne savait pas bouger. On a eu la chance que la bombe est tombée 15 mètres plus loin et j'ai passé un autre wagon. Alors, il y a eu une brève, comment dire, un arrêt du bombardement. Et pendant cet arrêt, les gardiens sont venus nous prendre et nous ont fait descendre à l'abri. Et il y a eu un nouveau bombardement qui s'est fait. Et nous sommes restés pendant toute la nuit dans l'abri. Et là, tandis que nous étions dans l'abri, nous avons été amenés à constater que c'était vraiment la débâcle en Allemagne, parce que là, dans l'abri, il y avait des militaires du train qui étaient stationnés, des officiers, des soldats, tout, des civils, femmes, enfants, vieillards, tout était là dans le chose, mêlé. Et c'était la panique terrible, les femmes hurlaient, à tel point qu'on a vu à un moment donné un officier allemand flanquer une gifle à une femme pour la calmer, tellement il était affolé. Et nous avons donc passé la nuit là, mais en même temps, nous voyons ça, nous étions, aussi on était serrés, mais en même temps on se réjouissait en se disant, ah voilà, c'est bien la preuve que c'est la fin pour eux.
Alors, quand l'alerte a été finie, on est resté jusqu'au matin. Et au matin, comme les voies avaient été à nouveau démolies, à ce moment-là, on nous a renvoyés à Istersozen, dans la prison. Nous sommes retournés à la prison le lendemain. Mais quand on est sorti de la gare, on est passé dans la ville d'Erfurt à pied cette fois, puisqu'il n'y a plus de train, on est passé à pied, et en passant à pied, on voyait toutes des maisons, il restait des façades. Mais on pouvait voir, par exemple, une porte qui avait été arrachée, et bien on voyait à l'intérieur, il n'y avait plus rien, tout avait été détruit. Erfurt avait été sérieusement bombardé. Alors, on a fait je crois qu'il y avait 17 kilomètres d'Erfurt à Istersozen. On a fait les 17 kilomètres à pied, dans un temps magnifique. Avril, il faisait tellement bon. Et en Thuringe, c'était beau, de la campagne de Thuringe. Et on est parti à pied comme ça, jusqu'à Istersozen. Mais en retournant, au moment où nous avons quitté, nous avons... Il y a un des nôtres qui a été amené à voir, chaque fois qu'on changeait de camp, des choses semblables, nos affaires plus personnelles, portefeuille, documents, de photos et tout ça, étaient mis dans une enveloppe en vrac et enveloppe fermée sur laquelle il y avait la destination. Et l'enveloppe qui devait nous accompagner au train, quand nous sommes partis, eh bien, dans cette enveloppe, la destination, c'était Wolfenbüttel. Je ne sais pas si vous le savez, mais Wolfenbüttel, c'était la prison où on guillotinait tous les prisonniers. Alors, c'était, à ce moment-là, nous étions destinés à aller à Wolfenbüttel. Nous n'avons pas de certitude, mais c'était évidemment très vraisemblablement pour nous liquider. Nous avions échappé belle grâce à un bombardement, qui est un autre danger, et nous échappions au bombardement aussi. Alors, on est retourné à Istersozen, et quand on est arrivé à Istersozen, il y avait déjà, il y avait déjà des signes que la débandade commençait. Et c'est ainsi, par exemple, qu'il y avait un grand cadre avec une photo d'Hitler qui se trouvait dans le hall d'entrée. Eh bien, ce cadre avait été enlevé. Il était par terre. C'était signe qu'ils avaient déjà l'envie de foutre le camp. Bon, mais on nous a remis au travail pendant quelques jours. Mais tout ça s'est passé, l'affaire d'Erfurt s'est passée le 1er et le 2 avril. Et le 7 avril, on nous évacuait, cette fois en une marche de la mort. Donc, on nous a transportés avec un camion à une vingtaine de kilomètres de là. Et puis de là, on nous a laissé tomber et nous avons dû continuer à pied. Alors, on marchait. Et bon, cette marche de la mort, le principe, c'était le suivant. On faisait marcher les prisonniers, et à mesure qu'il y avait l'un ou l'autre qui était épuisé, qui tombait, eh bien, on la battait sur place. C'était le principe. Alors, nous avons marché ainsi pendant 2 jours, 3 jours. Et le 3e jour, nous arrivions le soir dans une ville où nous allions passer la nuit, et cette ville venait d'être bombardée. Et il y avait encore des maisons en flammes et tout ça. Alors, on nous a cantonnés dans un endroit à l'abri, bien sûr. Et là, nous avons passé la nuit. Et le lendemain matin, au lieu de continuer la marche, les autorités locales nous ont réquisitionnés pour nous mettre à déterrer les bombes non explosées. Alors, oui, comme ça, pour eux, c'était autant de risques qui étaient pris par d'autres, quoi. Et nous nous sommes mis à déterrer les bombes. Et nous étions des 4, donc. Il y avait Marius Covin, l'aîné, qui était blessé au genou et qui ne savait pas venir travailler avec nous. Donc nous étions à 3, Marcel Covin, Joseph Berman et moi-même, pour aller par groupe, un groupe de 3, pour aller déterrer une bombe dans la cour d'une ferme. Et c'était une grosse bombe de 500 kilos qui était tombée là et qu'il fallait... Et on nous avait donné pioche et pelle, et on a dit, tirez votre plan, il faut déterrer la bombe. Évidemment, le gardien qui était avec nous, armé, il avait l'arme
prête, mais il se tenait à 20 mètres de nous parce que si la bombe explosait, il était... Bon. Et alors, à un moment donné, cette bombe était donc dans une cour de ferme. Le fermier est venu voir l'avancement. Il était intéressé à ce qu'on déterrait cette bombe, évidemment. Et alors, il est resté un petit moment. Et Joseph Berman, qui était comment dirais-je, qui parlait plusieurs langues, et l'allemand très bien, a parlé avec ce fermier allemand. Et à un moment donné, il a demandé au fermier allemand pour aller à la toilette. Et le fermier allemand dit oui, viens, viens. Et il est parti à la maison avec lui. Et quand il est dans la maison, il lui a donné un morceau de pain et un morceau de saucisson. Il savait bien qu'on crevions de faim. Un morceau de pain, un morceau de saucisson. Et il lui a dit, voilà, tu manges ici, bouge pas. Et quand tu auras fini, tu repars là-bas et tu diras à tes camarades de demander à venir l'un après l'autre, eux aussi, pour aller à la toilette. Et comme ça, ils auront aussi un peu à manger. Et effectivement, nous sommes repartis et nous avons eu tous les trois un morceau de pain et un morceau de saucisson. Mais le fait que cet Allemand avait été tellement bienveillant et accueillant, quand on est retourné au cantonnement où nous nous trouvions, en cours de route, on s'est posé la question, est-ce qu'on n'essaierait pas de s'évader et de demander à l'Allemand pour nous aider. Alors, on est arrivé au cantonnement et tout de suite, nous avons demandé à 2 prisonniers politiques qui étaient là avec nous, que nous avions connus à Esterwegen et qui étaient devenus un petit peu nos guides, c'était nos aînés et bon, on leur demandait avis et conseils. Il y avait le docteur de Geldre, de Wepaster, et il y avait un franc-tireur partisan français du Nord-Pas-de-Calais, Abel Dutoit, de Saint-Omer. Alors nous avons demandé d'abord au docteur de Geldre ce qu'il en pensait, parce que nous craignions, quand nous évadons, nous provoquions comment dirais-je, des représailles contre nos compagnons. Alors le docteur de Geldre, tout de suite, nous a dit non, pas question, nous sommes dans une situation maintenant où il n'y a rien à faire, vous avez une possibilité, il faut la prendre. De toute façon, moi, si j'avais cette possibilité, je le fais. Et Abel Dutoit, qui nous avons posé la même question, a eu la même réponse. Alors à ce moment-là, on a été rassurés, on s'est dit, bon, ben, il n'y a rien à faire, nous le faisons bien, il faut le faire. Et le soir, assez tard le soir, il y a eu une alerte. Et nos gardiens sont partis évidemment à l'abri. Et pendant qu'il était à l'abri, nous nous sommes sauvés à 4. Et on est parti chez le fermier, dans la nuit. Et quand on est arrivé chez le fermier, on est entré et Fred Berman, ça lui dit, voilà, il l'a mis devant le fait accompli. Il dit, voilà, nous allons nous cacher. Et le fermier a accepté. On était tout étonnés de voir qu'il acceptait aussi facilement, mais il a accepté, sans problème. Et il nous a cachés dans une grange, à 500 mètres de sa maison. Et chaque matin, il s'emmenait avec 2 seaux, avec du lait, avec une poppe, avec du saucisson, du pain, des pommes de terre, tout ça pour nous nourrir. Et il nous a renourris, mais, comment dirais-je, sans abus. De manière à ce que, parce qu'il s'est rendu compte directement qu'il ne fallait pas non plus trop forcer parce que nous allions y rester. Et on a donc vécu pendant 2 ou 3 jours comme ça. Et c'est le 11 avril 1945 que nous nous sommes évadés. Et le 15 avril, le fermier n'est pas venu au matin. C'est-à-dire, non, dans la nuit du 14 au 15 avril, les obus passaient au-dessus de la grange où nous nous trouvions. Les Américains arrivaient. Alors, le 15 avril au matin, à l'aube, on est allé voir par une lucarne dans la grange, à l'étage. On regardait dans la vue, en se cachant.
Et on a vu des troupes allemandes qui repassaient en débandade. L'un avait jeté son fusil, un autre avait son casque, tout ça. On voyait vraiment que c'était la débandade. Et ensuite, des gens qui évacuaient et qui se mêlaient aux choses. Alors on dit, ça y est, non, c'est la fin. Alors ils ont passé ainsi pendant 1 heure ou 2, et puis plus rien. Mais le temps passait, et le fermier n'apportait pas à manger. Alors évidemment, on s'attendait, on avait repris l'habitude de manger. Alors, à midi, 1 heure, comme ça, on a décidé d'aller voir ce qui se passait. Et bon, c'était moi qui devais aller, on avait décidé que j'irais moi. Et Fred m'accompagna comme interprète. Et nous sommes donc partis à 2. Et quand on est arrivé dans la rue, à toutes les maisons, il y avait un drap blanc qui pendait. La ville s'était rendue. Alors, on a continué à avancer pour aller vers la ferme. Et à un moment donné, on a vu arriver une Jeep. Nous ne savions pas ce que c'était un drôle de véhicule. Enfin, et il y avait dans cette Jeep, il y avait 2 soldats. Il y avait un soldat noir qui conduisait et un soldat blanc qui, lui, était là avec une mitraillette en bandoulière. Et ils s'en allaient tout doucement. C'était des estafettes qui venaient relever dans la ville. Et quand ils sont approchés, nous avons fait signe, ils se sont arrêtés. Et Fred, qui parlait aussi très bien l'anglais, est allé auprès d'eux et leur expliquer, essayé de leur expliquer que nous étions des prisonniers politiques, des résistants et tout ça. Ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas ce que c'était. Mais alors Fred a une idée, il leur a dit que nous avions fait des sabotages. Alors là, quand ils ont appris qu'on avait fait des sabotages, ils étaient tout heureux. Et leur première question de l'Américain était, vous savez où on peut trouver du schnapps? Ils étaient tout de suite à l'affût les soldats en campagne. Alors, les Américains ont continué leur chemin et nous sommes allés rechercher les deux, puisque c'était fini, nous sommes allés chercher les 2 frères Cauvin pour aller chez le fermier. Et quand on est arrivé à 4 chez le fermier, on est entré et il y en a 7 autres qui étaient cachés dans la grange, là, dans la ferme, nous ne savions pas, dont le docteur de Gueldre. Ils étaient à 7 qu'il avait cachés à différents endroits dans sa maison. Et nous 4, ça fait qu'il en avait caché 11. Évidemment, il avait risqué très, très gros. Mais c'est alors que nous avons appris que le fermier en question, en fait, c'était un enseignant qui, en 1933, avait refusé d'adhérer au parti nazi. De ce fait-là, il avait été révoqué de sa fonction publique d'enseignant et il s'était fait fermier. Et depuis lors, il faisait partie d'un mouvement de résistance, avant et pendant la guerre en Allemagne. On dit toujours que tous les nazis, tous les Allemands ont été des nazis, mais non, il y en a qui ont essayé aussi de se battre. Enfin, bref, c'est d'ailleurs à partir de là que, entre nous n'avons plus jamais employé le terme. Quand on ne parlait pas des Allemands, on parlait des nazis. Et quand on parlait des Allemands, ce n'était pas des nazis. C'était... Enfin, bref. Et nous avons donc été soignés par M. Zenguet, sauvés par lui. Alors, nous sommes restés tout de suite. On a retrouvé d'autres du convoi qui s'étaient sauvés 2 ou 3 jours après nous. Et nous nous sommes retrouvés à une quarantaine à Peusenec, où nous avons réquisitionné un hôtel. Les autorités n'étaient plus là, il n'y avait plus de soldats militaires allemands. Nous avons réquisitionné un hôtel et on a passé quelques jours dans cet hôtel. On était intervenu auprès des autorités aussi, le maire de la localité. Et nous avions des cartes de ravitaillement et il nous avait donné de l'argent pour nous approvisionner, pour vivre. Et on a vécu pendant 8 jours à l'hôtel. Et puis,
on a quitté l'hôtel, on est allé dans une grande caserne à Erfurt où on rassemblait des milliers d'étrangers, français, belges, hollandais, de toutes sortes. Il y avait là-dedans des volontaires du travail, des gens qui n'étaient pas volontaires mais qui avaient été obligés d'aller travailler en Allemagne. Il y avait des prisonniers de guerre, il y avait des prisonniers politiques, il y avait un peu de tout là-dedans. Il y avait même, vraisemblablement, des rexistes ou des collaborateurs qui avaient fui en Allemagne et qui essayaient de se réintégrer dans des groupes. Alors nous sommes restés un jour ou deux à cette caserne d'Erfurt. Et puis de là, on est parti à un champ d'aviation en Nora avec les rescapés de Buchenwald, parce que Buchenwald n'était pas très loin de Nichtershosen, avec les rescapés de Buchenwald, où nous avons attendu que des avions américains viennent nous prendre. Et nous sommes restés là pendant une bonne quinzaine de jours à attendre les avions, parce qu'ils ne pouvaient pas. Il y avait des trous d'air. Le temps était très mauvais et les avions ne pouvaient pas prendre des risques avec nous. Alors, on a entendu. Puis, le 7 mai, nous avons tous été rapatriés à Bruxelles. Voilà toute notre aventure